bonsoir à toutes et à tous, selon le lieu où vous vous trouvez, chères auditrices et auditeurs dans le monde. Bienvenue sur votre radio et télévision d'Enigma émettant depuis Chicago aux États-Unis. Et je voudrais aussi signaler que vous êtes en direct sur Afrique 2050, émettant toujours aux États-Unis, mais du côté de Maryland. Alors, nous avons comme invité le docteur Eric Eddy, qui est universitaire et secrétaire exécutif des mouvements politiques dénommé le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire. Il est en ligne depuis Philadelphie aux États-Unis. Alors, nous avons aussi la participation de monsieur Bruno Ben-Moubamba, chers auditrices et auditeurs que vous connaissez déjà, qui est un des acteurs de premier plan dans son pays d'origine qu'on appelle le Gabon. Lui, il est en ligne depuis Reims, en France. Je voudrais signaler aussi que monsieur Moubamba est ancien vice-premier ministre du très comté Ali Bongo Ondimba. Il a été aussi journaliste sur Radio Notre-Dame. On vous appelait même Monsieur Afrique de la communauté des radios chrétiennes. Et je voudrais aussi préciser qu'il est président d'un mouvement politique dénommé l'Alliance pour le changement et le renouveau ACR au Gabon. Alors, nous allons aller donc du côté de Philadelphie où nous avons le docteur Eric Eddy en ligne. Bonjour, docteur Eric Eddy. Docteur Moketou, je vous dis bonjour. Je salue aussi son éminence, le Imhotep Bruno Boumbaba. J'aime très bien le nom Imhotep qu'il a ajouté là à son patronyme. Et bien entendu, saluer aussi les producteurs de cette émission télévisée et bien entendu tout le public qui nous suit. Bien, merci. Bonjour, monsieur le vice-premier ministre Moubamba. Oui, bonjour. Je remercie le docteur Piedi qui vient de rappeler en effet que je ne m'appelle plus Bruno, mais Imhotep. Bruno est mon prénom, bien sûr, historique, hein, il est dans mes papiers, mais au fur et à mesure, il deviendra le dernier prénom que je garderai par respect pour mes parents. Mais je me suis rebaptisé Imhotep, non pas sur un coup de tête ou par un jeu, mais selon le même processus qui a amené Cassius Clay à se faire appeler Mohamed Ali ou d'autres aspects à se faire appeler Malcolm X. C'est une nouvelle fréquence que je me suis donnée parce que derrière un nom, il y a la fréquence métaphysique de quelqu'un, c'est-à-dire que la résonance que vous donnez à votre personnalité est aussi inclus dans le nom. Donc je ne rejette pas en effet le prénom colonial, Bruno qui veut dire d'ailleurs petit brun ou petit noir en réalité étymologiquement. Mais je me reconnais beaucoup plus dans ce prénom d'origine africaine et historique et égyptienne que je me suis donné et qui sera dans mes papiers lorsque je m'adresserai au tribunal du Gabon. Donc c'est très sérieux, hein. Je ne rejetterai jamais mon prénom historique, mais il passera en seconde ou en troisième position. Voilà. C'était une précision importante pour expliquer la raison pour laquelle quelqu'un est appelé à changer de prénom. On est habitué au Gabon avec des présidents qui se sont d'abord appelés Albert et puis après ils se sont appelés Omar, sans que cela ne surprenne qui que ce soit. Bien, merci monsieur Imhotep Valdimir Bruno Ben-Moubamba, c'est bien ça, c'est comme ça que vous appelez Exactement. maintenant. Voilà. Donc, avant d'aller du côté du docteur Eric Eddy, monsieur Moubamba, j'aimerais vous poser rapidement deux questions. Est-ce que vous êtes toujours dans la même, comment dirais-je, dans la même position de retour au Gabon, puisque vous êtes en France en ce moment? Et je voulais aussi vous demander, n'y a-t-il pas un risque que vous cédez, par exemple, vous cédiez aux appels du pouvoir, c'est-à-dire retourner, pourquoi pas, au sommet de l'État, cette fois-ci, comme on le murmure sur les réseaux sociaux, comme Premier ministre ou vice-président de la République du régime très contesté du Gabon, comme le disent bien sûr certaines mauvaises langues. Alors, je voudrais aussi terminer en vous posant cette troisième question introductive.
Autrement dit, peut-on s'attendre, Monsieur Boumbamba, à une nouvelle alliance avec le très contesté Ali Bongo Ondimba? Écoutez, docteur Mouketou, oui, en effet, je vis entre l'Est de la France, l'Allemagne et le Benelux. Et vous savez que dans ma situation, je garde une certaine confidentialité sur mes faits et gestes. Maintenant, premièrement, oui, je vous confirme que ce que les médias ont annoncé va se réaliser. Je serai bien en retour au Gabon. Je reviendrai au Gabon avant le début de l'année 2022, d'ici la fin de l'année 2021. Je serai au Gabon après pratiquement 3 années d'exil qui ne disent pas leur nom. Période d'exil un peu dans le monde entier où j'ai premièrement approfondi la dimension spirituelle et mystique de la politique, la dimension symbolique de la politique. Ensuite, j'ai fait, dans cette étape de la théologie politique, j'ai parcouru un ensemble de temples. Hein. Vous m'avez vu dans les temples musulmans au Sénégal, vous m'avez vu dans les temples orthodoxes en Russie, les temples hindous en Indochine, des temples divers et variés, parce que moi je crois en tant que philosophe que, avec Fraser, que toutes les cultures sortent d'un temple, toutes les civilisations sortent d'un temple, et c'est l'œuvre de Samuel Huntington qui a écrit Le choc des civilisations, que le docteur connaît bien sûr. Dans Le choc des civilisations, Huntington dit bien entendu que toutes les grandes civilisations qu'on connaît ont d'abord été conçues dans des temples. Voilà pourquoi j'ai parcouru un certain nombre de temples pour me poser la question, mais quel est le temple des Bantous? Quel est le temple des Subsahariens? Quel est le temple de ces populations d'où je viens? Et je pense que j'ai fini par trouver la réponse, et voilà pourquoi je me prépare maintenant à rentrer au Gabon pour mener ce qu'on appelle la bataille finale, le rendez-vous eschatologique avec un territoire qui est sous domination spirituelle, sous domination théologico-politique depuis 500 ans, et on n'arrive pas à faire évoluer ces pays parce que justement il n'y a pas de temple, ou alors le temple a été détruit, et j'aurai l'occasion de m'en expliquer. Et après, j'ai fait toute une évolution intellectuelle sur un travail intellectuel très intense, et j'ai également fait un travail politique de grande réflexion, de grand travail intellectuel, et je pense avoir suffisamment évolué. Et voilà pourquoi je vous confirme mon retour au Gabon, non pas pour faire une nouvelle alliance avec Ali Bongo. Ali Bongo n'existe plus. Je l'ai dit et répété, et c'est toujours ma position. Quel que soit ce que les gens racontent, il n'y a plus d'Ali Bongo. Ali Bongo a été désactivé. Chacun met la signification qu'il veut derrière la désactivation d'un président qu'on ne voit dans aucun grand sommet, mais qu'on voit surtout à Londres ou bien dans des photos. Il n'y a plus le pouvoir au Gabon. Le pouvoir gabonais est une farce, c'est une gouvernance virtuelle. Je me suis exprimé sur le sujet à Yalta en 2019, au Forum économique de Yalta, en Crimée. J'ai dit que le Gabon était sous une gouvernance virtuelle, et c'est toujours ma position. Donc je vais rentrer, non pas pour faire alliance avec un spectre, un fantôme, quelque chose qui n'existe plus. Il n'y a plus aucun pouvoir au Gabon. Le seul pouvoir qui reste au Gabon, c'est le pouvoir de la détention, le pouvoir de mettre des gens en prison. C'est tout ce qui reste. À part ça, le pays est endetté, on ne sait pas qui est le chef, on ne sait pas qui gouverne le Gabon. Il y a des adolescents qui sont à la présidence de la République, qui ont tous les codes secrets. Personne ne sait où est la poudrière de l'armée gabonaise. Personne ne sait qui prend les décisions. On ravage les forêts, on détruit la nature, on fait ce qu'on veut, on arrête les gens. C'est un pilotage à vue. Je pense que ce n'est pas le moment. La configuration d'aujourd'hui ne ressemble pas à celle de 2016, donc ça n'inclut pas une alliance politique. Bien, merci Monsieur Moubamba pour toutes ces précisions en rapport avec votre retour au Gabon. Alors, chers auditrices et auditeurs, nous allons aborder deux questions essentielles au cours de cette émission. On reviendra d'abord sur la problématique des flux migratoires et l'absence de souveraineté des États d'Afrique, où
ou bien l'absence de démocratie dans ce continent. Et dans un deuxième temps, nous allons rester sur le continent africain, mais nous irons donc du côté de l'Afrique de l'Ouest en faisant l'état des lieux de la situation politico-militaire dans cet espace géographique, donc de l'Afrique, cette région pour être plus précis. Alors, chers auditrices et auditeurs, selon une opinion généralement admise, l'Afrique, je dis bien le continent africain, est le continent le plus riche du monde, riche en ressources naturelles et minières, en eau potable, en terres agricoles, avec une population très jeune. Quand on parle de population, je voudrais signaler que l'Afrique est peuplée de plus d'1 milliard d'âmes. Les flux migratoires montrent que ces populations très jeunes, donc du continent africain, veulent tous à tout prix quitter donc ce beau continent que je qualifiais donc, que nous connaissons, voilà, pour être précis, comme étant le continent le plus riche du monde. Donc, pour aller où? Pour aller vivre sur des cieux autres que l'Afrique. Alors, docteur Elekedi, la première question que j'aimerais vous poser, je dirais du côté de monsieur Mubamba, comment comprendre un tel phénomène? Merci, Doc. Je crois que nous continuons aussi bien l'ancien vice-premier ministre qui est avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Moi, je suis ivoirien. Le docteur Imhotep est gabonais et en général les pays africains donc on continue de faire face à ce flux migratoire très important et très impressionnant. Pour moi qui vis aux États-Unis, on peut suivre un peu la courbe ou alors l'histoire donc de ce déplacement des Africains, surtout aux États-Unis. On sait par exemple que depuis la fin de la guerre froide, donc si vous voulez à partir des années 90, les États-Unis sont devenus la destination numéro 1 en matière d'immigration. Donc les États-Unis accueillent beaucoup plus d'immigrés économiques, d'exilés politiques ou alors que vous pouvez nommer. Alors comment expliquer ce phénomène? Je voulais, pour ceux qui nous suivent, et s'ils n'ont jamais vu ce film qui aujourd'hui peut être visionné gratuitement sur YouTube, il y a un film qui a été qui est sorti en 1996, qui s'intitule en anglais Deadly Voyage, ok? Donc Voyage mortel, qui retrace l'histoire vraie d'un jeune Ghanéen avec ses frères, son frère et d'autres Ghanéens, avec un jeune Camerounais qu'ils ont croisé dans un bateau, qui ont décidé de faire un voyage clandestin. Ce film, je l'ai utilisé, bien entendu, dans un de mes cours sur la politique mondiale, parlant, bien entendu, donc, de ces flux migratoires et aussi de la question des droits de l'homme. C'est qu'il faut, comment expliquer donc cela à partir de ce film, à partir de la réaction, des explications données par ces acteurs eux-mêmes. Et que je dis encore bien que ce film est basé sur une histoire vraie. Et ce jeune-là qui, au lieu d'arriver aux États-Unis comme il voulait, est plutôt arrivé en France à cause de plusieurs choses qui sont passées sur ce bateau. Alors, l'une des raisons, c'est le désespoir. Le désespoir. Voilà des jeunes qui, dans leur pays, estiment qu'ils n'ont pas les opportunités qu'il faut pour se réaliser et bien entendu accomplir pleinement ce qu'ils veulent accomplir. C'est quelqu'un qui, pour ce jeune homme, comme je dis dans le film, a une femme qui était enceinte avec un jeune garçon et qui a décidé de partir en Occident. Et comment? De façon clandestine. Voilà quelqu'un qui va investir l'argent qu'il a gagné à la loterie, qu'il choisit de ne pas investir ça dans son pays ou alors dans une petite activité, mais plutôt de mettre cet argent sur lui, d'embarquer dans un bateau où il travaillait d'ailleurs et de façon clandestine, accompagner les sacs de cacao, des fèves de cacao qui partent du Ghana pour New York en passant donc par les différents ports en Europe. Il y a donc la question du désespoir numéro 1. Deuxièmement, je pense que c'est lié à la question du travail. Aujourd'hui, le docteur Imhotep viendra en sa qualité d'ancien vice-premier ministre parler beaucoup de cela avec des chiffres certainement, mais il y a aussi la question du travail, il y a la question du chômage. Il y a aussi la question des conditions de vie, des travailleurs.
et puis en général la sécurité sociale dans nos pays. Docteur Muketu, aujourd'hui, nous parlons de la situation du Covid. Moi, je continue de dire Covid, quand bien même dans beaucoup de pays africains, on parle de la Covid. Et vous voyez un peu comment la couverture médicale, la couverture sociale pour nos populations n'existe pas, alors que ces mêmes populations-là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, sont convaincues que la couverture sociale dans les pays occidentaux et dans les pays de l'Amérique du Nord sont beaucoup plus favorables, ce qui, encore une fois, encourage cette immigration. Je voudrais terminer ce premier propos-là en regardant la politique même des pays africains. Qu'est-ce qui est fait? Le grand questionnement, c'est peut-être cela. Qu'est-ce qui est fait pour réduire, éliminer, décourager, démotiver ces jeunes-là qui vont braver toutes les sortes d'intempéries? Il y a deux images avec lesquelles peut-être je vais terminer. Déjà, au début des années 2000, il y a ces deux jeunes Guinéens qu'on a retrouvés morts dans le train d'atterrissage d'un avion à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. La question essentielle ici pour moi, docteur Muketu, c'est de se poser et de savoir comment de jeunes gens puissent mettre leur vie en péril pour voyager dans de telles conditions à une certaine altitude et penser que effectivement on pourrait atterrir dans de bonnes conditions et commencer une aventure. Si ce n'est pas le désespoir qui amène à braver toutes sortes d'intempéries pour obtenir l'espoir de l'autre côté, donc du pâturage, je ne sais pas ce qui peut amener. Qu'est-ce qui peut encore encourager aujourd'hui, avec les milliers de morts que nous voyons sur les rives de la Méditerranée, des gens à continuer aujourd'hui encore à tenter de traverser la Méditerranée pour arriver soit en Europe. Et aujourd'hui même, il y a un autre flux migratoire, docteur Muketu, d'Africains, qui, l'autre corridor, ou bien le nouveau corridor, c'est celui de l'Amérique latine, où on remonte à partir des pays de l'Amérique latine jusqu'au Mexique, du Brésil jusqu'au Mexique, pour être à la frontière entre le Mexique et les États-Unis et rentrer soit avec une demande d'exil ou alors rentrer par les conditions que vous pouvez imaginer. Alors, voilà pour moi un peu ce qui explique cela. Bien entendu, il ne faut pas exclure la question de l'exil. Il ne faut pas exclure donc de l'exil politique, de l'exil économique, de l'exil religieux, parce que en dehors de l'enseignement et de la recherche, j'ai eu aussi le privilège de travailler avec des communautés africaines ici. Je dirige d'ailleurs la coalition des communautés africaines à Philadelphie. Et nous savons que nous servons des personnes qui sont arrivées aux États-Unis parce qu'on a fui l'excision féminine, par exemple, ou alors on se réfugie parce que les conditions politiques dans le pays d'origine, même si c'est une infime partie de cette population-là, ne sont pas réunis. Docteur Muketu, je termine en disant que plusieurs fois, j'ai été appelé dans le rôle que j'ai joué dans cette communauté ivoirienne d'abord et ensuite africaine, à aller même quelquefois reconnaître des personnes décédées lors de leur passage clandestin, plutôt clandestin, dans des bateaux au port de Philadelphie. Alors, comment expliquer ce phénomène? On a présenté l'Occident, l'Amérique du Nord comme l'Eldorado, les endroits où il fait bon vivre, les endroits où, malgré ce qu'un gouvernement pourrait faire dans un pays africain, c'est là-bas qu'il se trouve l'or et l'argent, c'est là-bas qu'il faut y aller. Alors, il y a toute une déconstruction, je pense, qu'il faut faire, et c'est un gros challenge. Voilà ce que je voulais dire pour répondre à cette première question. Bon, je ne sais pas si le docteur Jean-Aimé Muketu voulait me passer la parole, mais je suppose que oui. Je crois que docteur Piedi, vous m'entendez? Donc, oui, moi je vous entends très bien. Donc, sur cette question, je n'aurais que deux rajouts à faire. Je pense qu'il y a deux causes aussi, une cause interne à l'Afrique et une cause externe à l'Afrique. Pour ce qui est de la cause externe à l'Afrique, il y a aussi toute une politique au nord qui consiste à attirer la main-d'œuvre corvéable à merci qui est souvent sans papier. Vous savez, les chantiers de construction en Europe, il y avait d'abord les Portugais, il y a eu les Italiens, il y a eu les Maghrébins, et ensuite dans les grands chantiers de construction, on fait souvent appel à
la main-d'œuvre africaine. Donc, il y a les passeurs, il y a les mafias, que ça arrange d'attirer de la main-d'œuvre qui ne coûte pas cher. Donc, il y a un problème économique et capitalistique. Il y a aussi les réseaux de prostitution. Si vous allez en Italie ou en Sicile, vous trouverez énormément de filles ou de femmes issues de l'Afrique subsaharienne qui sont jetées dans la rue et même à Paris qui deviennent des prostituées. On est là face au trafic des êtres humains et cela arrange. Je dois aussi dire qu'il y a toute une économie qui est autour de la migration. Vous savez que, sans les citer, il y a des ONG importantes, la Croix-Rouge et bien d'autres, qui vivent aussi du fait qu'il y a des migrants. Et que s'il n'y a pas de migrants, eh bien, il y a de nombreuses ONG qui ne recevraient plus de subventions. Donc, quelque part, cette circulation des migrants fait tourner aussi une économie parallèle, une économie liée aussi aux services humanitaires. Et dans les causes externes à l'Afrique, ne négligeons pas l'idéologie, notamment l'idéologie de l'apartheid qui a sévi en Afrique du Sud et qui a été démantelée, mais qui est toujours en cours. Lorsque les acteurs de l'apartheid ont dit qu'une Afrique sans Africains serait un paradis pour l'homme qui n'est pas africain, pour ne pas utiliser un terme qui peut prêter à une certaine ambiguïté dans laquelle je ne suis pas, une Afrique sans Africains, bien, vider le continent le plus riche du monde, comme l'a précisé le docteur Jean-Aimé Moukhetou, fait partie aussi de la géostratégie, de la géopolitique. Il y a les trafiquants, il y a les mafias, il y a les réseaux de drogue, il y a les réseaux de prostitution, il y a les travailleurs qui ne coûtent pas cher. Ça, ce sont des causes externes à l'immigration. Maintenant, il y a des causes internes, et je voudrais finir par là. Dans les causes internes, les jeunes, vous avez dit tout à l'heure, docteur Jean-Aimé Moukhetou, que l'Afrique était peuplée d'1 milliard d'habitants. C'est vrai, mais elle est peuplée de plus d'habitants. On atteint aujourd'hui les 1,5 milliard, plus d'1,5 milliard. Et selon les projections, d'ici la fin du siècle, on serait 3 milliards d'habitants en Afrique, avec une grande majorité de jeunes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour nos jeunes? Moi, je fais partie, par exemple, de la génération de leurs parents. Ceux qui ont choisi, après avoir été formés en Occident, de retourner en Afrique, essayer d'apporter un peu de savoir-faire. Nous n'avons pas forcément été bien reçus, mais je fais partie de cette génération-là. Mais pour ce qui est de nos jeunes, je vais vous apprendre quelque chose. Nos parents, vos parents à vous, docteur Moukhetou, docteur Piedi, eh bien, faisaient partie de la génération des indigènes. Ils souffraient, mais ils ne savaient pas que leur vie pouvait être différente. Parce qu'il y a eu l'explosion démographique, c'est pas ça le problème. L'explosion atomique, c'est pas ça le problème non plus. Mais il y a une explosion en ce moment que l'on néglige en Afrique. C'est l'explosion de la communication, notamment des réseaux sociaux et de la télévision. Parce que quand un jeune Africain désormais ouvre son smartphone ou qu'il regarde sa télévision par le bouquet CanalSat, il voit des mondes où des gens jouent au foot, ils courent derrière un ballon en cuir, des milliardaires en short. Il voit des gens qui tournent avec des voitures Formule 1 et qui, à la fin de la course, il explose une bouteille de champagne, il arrose, c'est le paradis sur terre. Et à ce moment-là, que fait le jeune Africain? Ce n'est plus la souffrance de ses parents ou de ses grands-parents. Il souffre de souffrir. C'est ça le résultat des réseaux sociaux. C'est une souffrance métaphysique. Ce n'est même plus une souffrance physique parce que pour partir, il faut avoir un minimum d'argent. Quand vous souffrez de souffrir et que vous vous êtes rendu compte que votre vie peut être différente parce que par Facebook, par CanalSat, par les bouquets, mais vous voyez qu'il y a des gens qui s'amusent tous les jours. Ils boivent du champagne, ils vont au cinéma, ils sont sur les Champs-Élysées, ils font la fête à Londres, à Washington. À ce moment-là, et je finis par là,
le jeune Africain souffre de souffrir. Ça c'est une bombe. L'explosion de la communication pousse finalement celui qui souffre de souffrir, je dis bien souffrir, de souffrir, c'est pas souffrir. À ce moment-là, celui-là, il est prêt à mourir plutôt que de continuer à vivre à Abidjan, à Yopougon ou à Libreville, à Sorbonne-Gare-Routière, dans les ordures, dans les policiers qui vous attrapent et vous bastonnent pour un rien, dans les conflits électoraux, dans les massacres interethniques. À partir de là, quand on souffre de souffrir, on préfère mourir. Voilà ce que je voudrais dire. On préfère tenter. Et ce qui est choquant, parce que j'ai rencontré les migrants depuis la Russie, la Biélorussie, il y a des Africains partout. Eh bien, quand ils arrivent aujourd'hui dans ces pays-là, eh bien, ils se retrouvent, notamment en Russie, face à une réaction de plus en plus extrémiste de la jeunesse blanche, mais qui peut tirer sur un jeune noir pour un oui ou pour un non, parce que son espace vital, on le dit, est envahi. Il en est de même à l'ouest, un peu partout, et ça cause un problème. Voilà. Mais je voulais Bien. insister sur le fait de souffrir. C'est très important, cette souffrance psychologique. D'accord. Bien. Merci pour ces réponses par rapport à cette première question. Vous faites bien de poser cette idée de cette notion de souffrance. Hein. Je voudrais profiter en rappelant à nos auditeurs, s'ils le savent déjà, et auditeurs, que les phénomènes migratoires ne sont pas nouveaux. Je dis bien les phénomènes migratoires ne sont pas nouveaux. Au XIXe siècle, il y a eu un puissant mouvement d'émigration, vous voyez, à l'échelle du monde. Prenons l'échelle européenne. Environ 26 millions d'Européens quittent leur continent entre 1814 et 1900, ce qui constitue l'un des mouvements migratoires les plus importants de toute l'histoire. Les flux migratoires sont d'abord dirigés vers les États-Unis, où se trouve actuellement notre invité, le docteur Eric Eddy. En effet, près de 20 millions d'Européens s'installent aux États-Unis entre 1860 et 1914, donc au début de la Première Guerre mondiale. Plusieurs Européens s'installent aussi au Canada, au Brésil, en Afrique du Sud, en Argentine et en Australie. Il y a également une succession de vagues d'émigration, par exemple les Anglais à partir des années 1830, les Irlandais durant les années 1840, les Allemands pendant les années 1850, les Scandinaves durant les années 1870, les Juifs, les Polonais, les Italiens durant les années 1880. L'ampleur des chères auditrices et auditeurs, l'ampleur de ces migrations varie selon les populations. En effet, entre 1815 et 1860, 5 millions d'Européens s'installent aux États-Unis, dont 2,7 d'Anglais, d'Écossais et d'Irlandais et 1,5 million d'Allemands, de Scandinaves. À la fin du 19e siècle, la moitié des habitants des grandes villes américaines sont nés à l'étranger. Alors, docteur Elie Peddy, par rapport à ce puissant mouvement migratoire, finalement, l'immigration d'aujourd'hui n'est-elle pas la conséquence de la colonisation? Très certainement, nous ne pouvons pas dissocier. Dans le cadre surtout de l'Afrique, hein, si nous voulons nous en tenir à ce continent qui nous importe le plus ici, il est très évident que nous ne pouvons pas dissocier le mouvement migratoire que nous observons aujourd'hui de l'impact de la colonisation. D'ailleurs, quand nous parlons de la colonisation, la grande question que nous devons nous poser et que nous continuons de nous poser, qui est une question d'ailleurs rhétorique, c'est de savoir si nous avons obtenu des indépendances. Est-ce que les pays africains sont aujourd'hui des pays indépendants, des pays souverains qui ont et tiennent en réalité les manettes de leur économie, les manettes de leur vie sociale, les manettes de leur politique? Si ça c'est fait, et bien entendu, quand on parle des richesses abondantes dont dispose l'Afrique, on verra que cette richesse-là, elle peut être la richesse du sous-sol, la richesse agricole, mais cette richesse-là bénéficie à qui?
Il n'y a pas longtemps, on dit qu'au large de la Côte d'Ivoire, un groupe pétrolier italien a découvert encore un important gisement gazier et qui pourrait être et dans l'exploration, il y a environ plus de 80% qui reviennent donc à cette compagnie pétrolière italienne et environ 10 à 15%, peut-être pas 20% à l'État de Côte d'Ivoire. La richesse, encore une fois, cette richesse-là ne bénéficie pas. Et donc, ce sont des mécanismes donc, qui ont été mis en place par la colonisation. Aujourd'hui, quand on parle du franc CFA, aujourd'hui, quand on parle du système des économies que nous avons, bientôt vous allez aborder la question de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO par exemple, mais nous savons tous que lorsque la CEDEAO se mettait en place en 1975, l'un des objectifs phares, c'était de réduire la dépendance des pays africains, anciennes colonies, vis-à-vis de l'Europe et surtout de la France et même de l'Angleterre. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Est-ce que la CEDEAO a atteint cet objectif? Est-ce que l'Union africaine a réussi à inverser cette courbe-là pour faire en sorte que les flux commerciaux entre les pays africains deviennent plus importants que les flux commerciaux avec les pays occidentaux? Nous n'en sommes pas là. Et donc, vous comprenez, docteur Muketu, que ce que je veux dire par là, les structures économiques et politiques mises en place, ou alors que nous avons hérité de la colonisation, persistent aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas donc dissocier ces structures-là du mouvement migratoire que nous avons aujourd'hui. La France continue d'être présente dans les affaires des pays africains. La France et les pays occidentaux continuent d'être présents dans les affaires de la Libye. Or, nous savons par exemple que, vivant, le président Muammar Kadhafi a été quand même un barrage à ces flux migratoires. Depuis que la Libye est là où elle est aujourd'hui, c'est devenu donc une porte ouverte. On rejoint donc ce que M. Imhotep a dit tout à l'heure par rapport à la géostratégie et les raisons externes qui continuent d'alimenter cela. Pour terminer là-dessus, je reviendrai à ce que Walter Rodney avait donc écrit dans sa thèse qui est devenue le livre, peut-être un des livres les plus célèbres, sur comment l'Europe a dépeuplé et retardé l'évolution de l'Afrique avec cet autre mouvement migratoire forcé qu'on a appelé la traite négrière. Mais aujourd'hui, c'est une autre forme de traite négrière qui persiste et qui continue. Donc, je lis donc ce problème de la colonisation qui persiste, de la recolonisation, du néocolonialisme, avec la question donc de l'absence de souveraineté dans nos pays qui favorise encore une fois ces flux migratoires. Docteur Muketu, c'est vrai que nous parlons de ces flux migratoires de l'Afrique en général vers les pays occidentaux et les pays de l'Amérique du Nord, mais n'oublions pas aussi qu'il y a aussi un flux migratoire à travers les différents pays africains qui montre aussi voilà, la faiblesse de nos systèmes d'accueil dans ces différents pays. Il y a plusieurs corridors dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand on parle on dit par exemple qu'il y a un nombre élevé de jeunes Ivoiriens qui partent vers le nord de l'Afrique pour traverser, on s'est bien rendu compte que la Côte d'Ivoire en fait est devenue un corridor de passage où on peut obtenir peut-être un passeport ivoirien de façon très rapide à partir des pays comme la Guinée et les pays donc du nord de la Côte d'Ivoire pour faire ce voyage-là. Il y a quelque temps, un ancien ambassadeur ivoirien en Chine qui aujourd'hui n'est plus de ce monde et nous saluons sa mémoire. Il y avait un nombre incalculable de personnes qui avaient été arrêtées en Chine qui détenaient des passeports ivoiriens et cet ambassadeur l'a dit qu'il doutait de leur nationalité ivoirienne. Vous voyez? Donc, voilà un peu, quand vous parlez de souveraineté des États africains, notre incapacité à gérer, même à travers nos différentes frontières, les flux migratoires. De savoir, tout à l'heure, vous avez annoncé que l'Afrique, nous serons aux alentours d'1 milliard de personnes. Le docteur Bruno Ben-Boumaba dit, attention, il faut aller au-delà. Nous sommes déjà, pardonnez-moi de vous couper la parole, 1,1 Je vous en prie, allez-y. Voilà. Nous sommes déjà alors, il y a... Voilà. Alors, donc, vous voyez que ces chiffres-là, même là, ne sont pas totalement maîtrisés. À travers les différents pays en Afrique aussi, les données statistiques que nous avons, qui sont aussi des preuves de souveraineté d'un pays, de savoir quelle est sa population, quel est le nombre de sa population et comment, toutes ces choses-là, quelquefois, échappent à la plupart des pays africains. Et ça aussi, ce sont des questions de souveraineté. Quand nous n'avons pas la maîtrise sur notre armée,
élément important de souveraineté, quand nous n'avons pas la maîtrise, comme on le voit aujourd'hui au Mali, au Niger, au Tchad, avec ces mouvements djihadistes que vous voyez, tout cela aussi provoque, bien entendu, créer les conditions de flux migratoires, soit à l'intérieur de l'Afrique ou alors en dehors de l'Afrique. Donc, docteur Mouketou, nous ne pouvons pas exclure définitivement la question de la colonisation comme un paramètre important dans l'analyse des flux migratoires dont nous parlons aujourd'hui. D'accord, très bien. Alors, avant d'aller du côté du vice-premier ministre Imhotep Bruno Ben Moubamba, je voudrais vous demander, en vous posant, disons, en posant cette idée, l'idée suivante. Docteur Alikedi, on reproche souvent à la diaspora africaine de façon générale, hein, vivant en Eurasie, surtout en Amérique aussi, d'encourager l'immigration. Je dis bien d'encourager l'immigration de ceux qui sont restés donc au pays, donc en Afrique, en entretenant ce qu'on dit, comment dirais-je, l'illusion que les pays d'accueil, hein, à l'instar de la France, la Belgique, les États-Unis, donc c'est les pays d'accueil des ces flux migratoires sont des paradis sur terre. Ce qui n'est pas le cas quand on observe la situation, par exemple, des immigrés à Paris, au Bénin à Paris, où nous émettons donc en direct. Vous allez à Bruxelles, vous allez à Londres. Alors, votre réaction, docteur Eric Eddy? J'ai deux réactions très rapidement et ensuite laisser la parole donc à notre illustre co-panéliste. Les deux réactions pardon, sont peut-être un peu antithétiques. J'allais dire oui et non. Donc on se retrouve peut-être dans un sujet de dissertation comme au lycée où il faut défendre et puis ensuite ne pas défendre. Oui, parce que le docteur Imhotep a dit tout à l'heure qu'il y a le, comment il a appelé, l'explosion de la communication. Et j'aime bien cette expression. La mondialisation aujourd'hui, le service de l'Internet nous pose aussi beaucoup de problèmes. Effectivement. Parce que chaque jour, quand vous allez sur Facebook, Instagram, WhatsApp et quoi que ce soit que vous pouvez démontrer, mais vous n'allez pas demander à quelqu'un qui a fait la traversée pour se retrouver en Europe d'envoyer des photos qui montrent qu'il est dans une situation malheureuse à ses parents en Afrique, aux jeunes de son quartier, à ses amis dans le quartier. Non, il ne le fera pas. Mais en même temps aussi, quand on ne le fait pas et qu'on ne tient pas ce discours, il y a un problème. Il y a aussi le fait que les gens, après plusieurs années, veulent rentrer en vacances ou bien aller en Afrique et rencontrer leurs parents. Vous voulez qu'ils aillent en culotte ou bien vous voulez qu'ils aillent dans un haillon? Ils vont bien entendu arriver avec des tricots, des polos. Tout cela démontre, ça dit qu'il y a un engrenage. Il y a tout un système à la fois social, culturel qu'il faut déconstruire. Mais en même temps aussi, je dirais non. Pourquoi? Parce que quelquefois, quand on se surprend en train de dire aux gens, ce n'est pas la peine de venir si tu as de l'argent, fais peut-être un business et crée un business en Afrique, ils vous répondront pour dire quoi, ceux qui sont sur le terrain. Mais si c'est ainsi, pourquoi vous, docteur Mouketou, docteur Eddy, et même l'ancien vice-premier ministre, pourquoi est-ce que vous ne rentrez pas en Afrique? Pourquoi vous restez dans la diaspora depuis plus de 20 ans, 30 ans, et puis vous nous dites non, nous de ne pas venir? Mais c'est vous qui êtes méchants, vous êtes égoïste. Vous comprenez? Et je ne crois pas que les gens de la diaspora continuent d'encourager ou bien encouragent les gens à aller faire la traversée de la Méditerranée pour arriver, par exemple. Voilà les raisons pour lesquelles je dis à la fois oui et non pour répondre à cette question. Parce que vous savez que quand les gens décident d'aller en exil, quand les gens décident de aller chercher du pâturage où ils veulent, quelquefois ce sont des décisions personnelles qui sont prises. D'accord. Monsieur le vice-premier ministre Imhotep Bruno Ben Moubamba, votre réaction sur ces deux sujets, ces deux questions? Bon, moi je pense rapidement que, bon, c'est vrai, il y a l'histoire, on connaît tous l'histoire, l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, mais il faut que les Africains arrêtent de se plaindre aussi, hein. Vous savez, les problèmes du genre humain, parce que c'est les problèmes de l'humanité. L'Europe est le continent le plus violent de tous les temps. Il y a eu des famines, il y a eu des guerres de religion, des massacres, comme il y en a eu nulle part au monde. 2 guerres mondiales, des guerres entre des nations, des famines, le choléra, la peste. Moi, je reviens de Russie. Voilà un pays où les Slaves, c'est-à-dire des esclaves, les Slaves étaient des esclaves des autres blancs de l'Ouest. Les Allemands, les Anglais considéraient les Russes comme leurs esclaves, d'où
d'où le nom slave, les Slavians, comme on dit en anglais. Les Russes ont traversé des famines avec le froid, mais ils ont appris à se battre. Ils ont appris à résister et à construire un empire et une civilisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quel que soit ce que nous, Africains, pouvons reprocher aux Occidentaux, aux Indiens, aux Chinois, il nous revient d'arrêter de dire que tout est de la faute de la colonisation, parce que même les Européens se sont entretués entre eux. Les Américains, ils ont eu une guerre civile extrêmement meurtrière entre le Nord et le Sud, dont les plaies ne sont toujours pas cicatrisées, aujourd'hui notamment sous la présidence qu'on connaît, la guerre civile et tout ce qu'on a vu traverser les États-Unis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, je pense qu'il y a une partie des erreurs qui nous reviennent à nous. Parmi ces quelques erreurs, j'en citerai quelques-unes. Premièrement, les pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine avaient fait un rêve. C'était le rêve qui a été résumé par Kwame Nkrumah, le président du Ghana, qui s'appelait « L'Afrique doit s'unir ». Ils étaient d'accord, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta du Mali, l'empereur Haïlé Sélassié, mais quels sont les présidents qui ont contesté ce rêve? Parce qu'il y a trop de pays en Afrique. Il y a trop de pays, il est temps de le dire. Alors chacun est fier de se dire « je suis ivoirien », mais ça ne veut rien dire d'être ivoirien. Je suis gabonais, qu'est-ce que ça veut dire d'être gabonais? Rien, zéro, ça ne veut rien dire. Parce qu'avant, on avait l'Afrique occidentale française, et ça fonctionnait. On avait l'Afrique équatoriale française, et quand il y a eu les pseudo-indépendances, on a fragmenté tout ça, divisé pour mieux régner. On a fait, chacun a été content d'être crocodile dans son petit marigot. Alors, Léomba, le président du Gabon, Senghor, le président du Sénégal, et Houphouët-Boigny, le président de la Côte d'Ivoire, se sont opposés à ce que disait Kwame Nkrumah. Ah non, ils ont dit, ils ne sont pas d'accord avec l'Afrique doit s'unir. Mais nous avons trop de pays. Il faut d'abord, bien sûr, réformer les pays que nous avons. Ensuite, il faut ouvrir les frontières. Parce que je vous prends un exemple, docteur Mouketou. Si vous êtes un écrivain de la Guinée équatoriale, moins d'1 million d'habitants, vous êtes un professeur ou un scientifique, vous publiez vos travaux de recherche et vous les vendez à Bata ou à Malabo, ça ne vous rapportera rien du tout et ça n'aura aucune utilité. Mais si vous avez la possibilité de vendre votre livre en Guinée équatoriale, au Gabon, au Congo, au Cameroun, en RDC, vous êtes dans un marché de l'intelligence et c'est justement ce à quoi nos ennemis ne veulent pas qu'on arrive. Mais les Africains, les subsahariens sont tellement bizarres qu'ils préfèrent se faire appeler du nom d'un animal qui a des longues dents, les Ivoiriens, ils pensent que ça c'est un pays. Les Gabonais, ça veut dire les porteurs du manteau portugais qu'on appelle le gabaon. C'est un manteau de matelot sur les bateaux des colons. Et excusez-moi, je ne vais pas en dire plus, mais ceux qui portaient le gabaon sur les bateaux, c'était les matelots qui jouaient aux femmes. Bon, je ne vais pas développer plus. Donc, quand vous vous définissez comme un Gabonais, vous vous définissez comme le porteur d'un manteau indigne. Quand vous vous appelez Camerounais, Cameroun, en portugais, ça veut dire les crevettes. Ah, vous êtes fiers, vous dites impossible n'est pas camerounais. En réalité, vous êtes en train de dire impossible n'est pas crevette. Mais donc, ceux qui se définissent comme des dominants, mais ils se moquent de vous, ils se moquent de nous. Je conclus par là, l'Afrique doit s'unir. Le rêve des fondateurs de l'organisation de l'Union africaine. Vous êtes pour le fédéralisme? Écoutez, quand les pères fondateurs de de l'organisation de l'unité africaine ont fait cette organisation, ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Mais comme la stratégie des dominants, c'est de faire en sorte que quand vous êtes un Africain digne, avec une vision, quand vous êtes compétent, on vous tue. On tue les meilleurs, on fait la promotion des cancres. Donc, on a détruit l'organisation de l'unité africaine pour faire quoi? L'Union africaine.
Mais il y a une différence dans D'accord. les mots entre union et unité. Parce que unité, Ok. ça va en effet vers le fédéralisme et union, ça va vers un concept vague comme l'Union européenne. Ça ne veut rien dire, l'Union européenne. L'Union européenne, sa constitution a même raté, la constitution de Valéry Giscard d'Estaing. On a dit non à cette constitution. Il n'y a pas de fédération de l'Union européenne, des États européens. Mais nous, en renonçant à l'OUA pour aller vers l'Union africaine, nous sommes allés vers une organisation qui est sous contrôle. Donc, qu'il me pardonne, je l'ai rencontré et je l'aime bien, le président Alassane Ouattara. Bon, il règne sur un État, il est content. Le président Kaboré au Burkina Faso, bon, il règne sur son pays. Les Gabonais règnent sur leur Gabon. Les Congolais, ils font leur sauce là-bas. Ils arrêtent les gens. Ils règnent, une famille qui règne. Mais c'est pas ça. Il y a trop de pays en Afrique. Mais ça, c'est une vérité que les gens ne veulent pas entendre. 54 pays, ce n'est pas sérieux. Il faut bien sûr maintenir les États, mais il faut aller vers des États fédéraux. C'est la seule solution, que ce soit sur le plan politique, le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan culturel. Si nous ne prenons pas cette direction, ben qu'est-ce qui va se passer? Attention, les dominants, les États dominants sont déjà en train de s'organiser pour une guerre mondiale qui a commencé déjà en Afrique, depuis la RDC jusque dans le Sahel, et les Africains ne s'en rendent pas. D'accord. Alors, votre réaction sur le deuxième point, on reproche à la diaspora africaine vivant en Amérique, en Eurasie, d'encourager l'immigration. Non, encore une fois, vous m'entendez là, parce que j'ai des appels qui coupent la, Oui, je vous la entends. conversation. Les, les, est-ce que la diaspora... Non, vous parlez de... Vous parlez en fait d'une diaspora très précise. Vous ne parlez pas de toute l'Afrique. Vous savez, on oublie de dire que le Botswana, ça fonctionne, la Namibie, ça fonctionne, le Kenya, ça fonctionne, il n'y a pas des flux migratoires. Il y a des pays comme la Tanzanie qui accueillent d'ailleurs plus de gens qui viennent dans leur pays que le contraire. Pourquoi? Parce que justement, un des pères du mouvement des non-alignés, Julius Nyerere, le père de la Tanzanie, un des pères de l'organisation de l'Union africaine, avait compris une chose. Il fallait asseoir le développement de la Tanzanie sur un concept bantou qu'il appelait le rêve Ujamaa. Ujamaa, ça veut dire le village. Au lieu de faire les pédants comme font les intellectuels africains, répéter tout le temps les poncifs que nous avons tous appris dans les universités à Paris, à Washington, à Moscou, on rentre, on fait les grands intellectuels, mais on ne comprend rien à l'Afrique. Julius Nyerere avait compris que s'il voulait développer la Tanzanie, il fallait qu'il utilise un concept bantou ou Jama, ça veut dire le village. Construire l'État tanzanien sur le modèle traditionnel du village à tous les niveaux. Et aujourd'hui, la Tanzanie se développe. Les Russes arrivent en Tanzanie. La Tanzanie est une destination touristique de premier choix. Le pays fonctionne. Pourquoi? Parce que contrairement au Gabon, contrairement aux pays francophones, on est parti de la base traditionnelle bantou pour construire l'État. Et donc, est-ce que maintenant la diaspora fait venir les gens ou pas? Mais non, je vous dirais que regardez les Éthiopiens. Ils ont quitté l'Éthiopie sous la famine. Mais qui reconstruit l'Éthiopie aujourd'hui? Ce sont tous ces Éthiopiens qui sont allés en diaspora. Quand ils ont vu l'opportunité, l'enrichissement de l'Éthiopie, ils sont revenus en masse. Et il y en a qui font aujourd'hui le bonheur et le développement de l'Éthiopie. Vous avez vu Ethiopian Airlines, c'est une compagnie qui fonctionne très bien, qui est gérée par les Éthiopiens. Ils ont appris ça où? Ils ont appris ça à l'étranger. Donc, ne diabolisons pas la diaspora. Moi, je pense que le jour où l'Afrique va s'unir, va s'ouvrir et va arrêter avec la corruption, avec les bêtises, pardonnez-moi l'expression, il y a beaucoup d'Africains qui veulent faire comme les Éthiopiens et les Chinois, rentrer chez eux plutôt que de vivre comme des étrangers
dans des parcs d'attractions, parce que la vie en Occident, c'est comme vivre dans un parc d'attractions. Ça amuse un certain temps, et puis à un moment, on est fatigué de vivre entre le béton, l'ascenseur, le métal fondu, le plastique. C'est joli, mais ça ne fait pas tout pour donner un sens à une vie. Et le D'accord. bois aussi. Bien. Ok. Non, le bois, Merci. c'est naturel, c'est écologique. D'accord. On va essayer d'avancer. Alors, parlons un peu des violences allant jusqu'au meurtre, hein, qui ont augmenté dans plusieurs pays traversés par les migrants, surtout les migrants africains. Je crois qu'il y a le docteur Eric Eddy qui en parlait là dans ses analyses. On a vu des lynchages des migrants en Inde, euh, comme c'est le cas aussi au Maghreb. On peut citer aussi le cas du Moyen-Orient. En Chine, on constate l'augmentation des violences raciales contre les migrants subsahariens. Votre réaction, docteur Eric Eddy? Le docteur Imhotep a utilisé un concept tout à l'heure sur lequel je voulais bâtir mon argument sur cette question. C'est la notion, je pense, de l'humanité de l'être noir. Vous voyez, les violences que vous avez citées dans les différents pays, c'est vrai qu'il y a aussi, et il ne faut pas oublier cela, hein, les pogroms contre les populations dites étrangères qu'on a vues en Afrique du Sud, qui à un moment donné ont même conduit à la demande de démission de Thabo Mbeki et bien d'autres choses en Afrique du Sud. Mais quand vous regardez en Asie, dans les pays du Moyen-Orient, comment ces Africains sont traités. Vous avez parlé de la Chine, vous avez parlé. Le point commun pour moi à tout cela, c'est la déshumanisation, encore une fois, continue de la personnalité noire, de la personnalité africaine. Et pour moi, c'est tout. Migrants ou pas migrants, droit des travailleurs ou non droit des travailleurs, immigrés ou non immigrés, je vous ai donné en début d'émission ce film-là qui est paru en 1996. J'encourage encore les gens à aller le regarder et vous verrez que de tous ceux qui étaient des voyageurs clandestins, il n'y a qu'un seul qui est arrivé à Paris vivant. Où sont passés les autres? Ils ont été assassinés par des Ukrainiens qui ne voulaient pas se voir leur bateau recevoir de grosses amendes pour avoir transporté des immigrés clandestins ou bien des immigrés illégaux dans un pays, soit à New York, aux États-Unis, dans cette ville, ou bien, et ils les ont simplement... On n'en parle pas, les médias n'en parlent pas. Oh oui, mais ça date depuis 1996, ça fait quand même la une, et puis après ça a disparu. Mais aujourd'hui, bien entendu, on continue de parler. Le docteur Imhotep a aussi parlé justement de trafic des personnes. Mais oui, aujourd'hui, c'est un gros phénomène de multimillions. Et quand on parle de trafic des personnes, il ne faut pas aussi exclure le trafic des organes humains. Où se trouvent donc tous ces migrants-là dans cette catégorie? Quand vous avez un avion au temps du président Idriss Déby qu'on découvre au Tchad avec des centaines d'enfants pour une ONG qui dit vouloir donc aider ces enfants, mais comment on peut enlever des centaines d'enfants d'un pays dans un avion sans l'aval, sans même, qu'on appelle ça, sans que les autorités de ce pays-là puissent le savoir. Donc pour moi, docteur Mouketou, tout se résume, ces violences-là, à une chose, c'est la déshumanisation continue de l'homme noir, de la femme noire, et qui est considéré comme moins qu'une personne, ou alors peut-être même pas comme une personne. Moi qui vis aux États-Unis, et pour ce que je vois, de la manière dont les gens sont traités, je crois que la question du racisme, comme le célèbre W. Du Bois disait, la contradiction principale pour les États-Unis au XXe siècle, nous sommes au XXIe siècle, c'est toujours, ce serait la question de la ligne de la couleur et donc de la couleur de la peau. Et je pense qu'aujourd'hui, le racisme continue d'influencer et d'impacter sérieusement aussi ces flux migratoires dont nous parlons et la manière dont les gens sont traités dans les différents pays, surtout les Africains. C'est dommage parce que nous avons la plus belle peau du monde. Hein. Alors, et pour ceux qui concernent... C'est peut-être ce qui aussi effraie les gens. C'est peut-être ce qui aussi effraie les gens. Mais moi, je ne suis la peau pas... qui évite,
Je suis pas tellement. Je voudrais quand même nuancer ce que dit le docteur Kiedi, hein. Je comprends, c'est ce que nous savons depuis des années. Mais moi, je me situe désormais quand même sur une autre position. Moi, je pense que pour qu'il y ait des dominants, il faut des gens qui acceptent d'être dominés. Moi, par exemple, je ne fais pas partie des gens qui peuvent souffrir de racisme parce que en aucun moment je n'accepte de me laisser dominer et je n'ai aucun complexe sur qui je suis et ce que je fais. Et je voudrais profiter justement de cette antenne pour dire, pour dénoncer la responsabilité des Noirs, des subsahariens, des Africains sur ce qui se passe. Premièrement, leur tendance à se battre d'abord entre eux. Hein. Quand on voit les processus de comment les Africains subsahariens interprètent la démocratie jusqu'à aller jusqu'à des pogroms, des génocides, des tueries entre eux, alors que ceux qui ont inventé la démocratie, ce sont les Grecs. Les Grecs qui sont allés apprendre leur science en Égypte, noire à l'époque. Et les Grecs devenant maintenant, maîtrisant la mythologie égyptienne, l'ont blanchi et ont inventé la démocratie athénienne par laquelle ils ont institué le jeu politique. Ce qui est un jeu politique est devenu maintenant une vraie guerre entre nous-mêmes, Afrique subsaharienne. Alors on nous entend chanter la démocratie, la démocratie, la démocratie. Mais qui vous dit que les Grecs ont inventé la démocratie pour les Africains? Ils ont inventé la démocratie pour eux-mêmes. D'abord pour eux-mêmes, les Gréco-romains. Et d'ailleurs, quand ils n'avaient plus besoin de république à Rome, ils mettaient en place l'Empire romain ou la dictature. Ça les arrange parfois de mettre en place des dictatures quand ils peuvent sauver leur propre système. Donc, je dis que tant que les Africains n'auront pas compris les erreurs qu'ils font, il ne faut pas faire de la démocratie un absolu. Deuxièmement, il ne faut jamais négliger les questions militaires. Vous pouvez vous plaindre de tout ce que vous voulez, mais si vous n'avez pas la force militaire, parce que quand vous voyez un président élu aux États-Unis, en France, il ne va pas d'abord voir le peuple. Il se présente d'abord devant les forces armées. Et quand les forces armées lui ont fait allégeance, après il peut aller voir le peuple. Donc au commencement est la force. Donc les Africains n'ont pas compris que la démocratie est un jeu et qu'il ne faut pas prendre ça au sérieux, il faut voir les intérêts de l'Afrique et de nos peuples d'abord. Et deuxièmement, il ne faut pas négliger les questions de force militaire, parce que l'Afrique va devenir le terrain d'affrontement entre les puissances, alors que nous sommes les détenteurs des matières premières que toutes ces puissances cherchent. Et nous, on abandonne l'Afrique à toutes ces puissances. Si je vous comprends, vous êtes pour une politique économique orientée sur comment dirais-je, la diversification des ressources de la croissance, et vous êtes également pour la redéfinition du rôle de l'État. C'est bien ça? Il faut redéfinir les États, il faut avoir un modèle économique typiquement africain, mais j'insiste sur le fait que, vous voyez, par exemple, on nous a chanté la gloire de Nelson Mandela. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas Nelson Mandela, mais pas pour des raisons morales. Je n'aime pas Nelson Mandela parce qu'il a renoncé au programme nucléaire sud-africain. Parce qu'on est là, on fait des belles phrases, oui, prix Nobel, machin, ça vous apporte quoi? Oui, il a fait ceci, il a passé 20... Mais ça ne sert à rien. Aujourd'hui, si vous n'avez pas la force militaire, notamment la force nucléaire, qui va vous respecter? Je dis que Nelson Mandela a sacrifié le programme nucléaire sud-africain et c'est une faute. Bien sûr, il est mort en héros, tout le monde a chanté ses mérites, mais il n'en demeure pas moins que l'Afrique pèse zéro militairement. Il faut réparer ça. Je ne suis pas pour le désordre nucléaire, mais je dis que il y a trop de pays africains. Il faut aller vers des solutions fédérales. Il faut avoir des armées africaines pour éviter justement des dérives. Et après, il faut défendre les intérêts de l'Afrique et entrer dans la mondialisation sur une position forte, comme le font les Indiens, les Japonais, les Chinois, les Européens, les Brésiliens, les Américains, les Canadiens. Mais qui vous dit que l'Afrique est seulement destinée à aller jouer au faire-valoir au sommet du G20 ou du G7? On appelle le bon petit nègre de service
pour venir pointer au G7 ou au G20. Mais tu pèses quoi? Tu ne pèses rien militairement, tu ne pèses rien économiquement, et tes États, c'est comme l'a dit Donald Trump, c'est des États de merde. On a oublié ces insultes-là. Et il faut pallier à ça, s'il vous plaît. Alors, maintenant, docteur Eric Di et monsieur Moubamba, et pour ce qui concerne l'Occident, restons sur cette problématique des flux migratoires, hein. Donc, les problèmes migratoires sont devenus, donc, en Occident, un point de crispation, je dis bien un point de crispation du débat politique, notamment en France, en Italie, en Espagne, en Angleterre et même aux États-Unis, où vous pouvez, docteur Eric Di, votre réaction? Pour le pays où je vis, je continue de dire que les États-Unis sont, si vous voulez, aux prises avec leurs propres contradictions. Je vois le docteur a fait, monsieur Imhotep toujours parler, hein, c'est bien ça? Non, c'est En bon, c'est décalé. bon. En Ah, en décalé. décalé, je vous en Allez-y. prie. Je vous en prie. Voilà. Donc, comme vous dites, ça fait toujours l'objet de crispation. Vous avez raison, parce que quand vous regardez, en tout cas depuis que je suis aux États-Unis, à chaque cycle électoral, la question de C'est ça. l'immigration refait surface. Mm. Alors, vous avez soit un des problèmes majeurs, c'est la demande de la réforme de la politique migratoire en Amérique, qui n'a pas été retouchée depuis, je ne sais plus, peut-être 3 décennies, même tout au plus. Voilà. Est-ce Mm. que cette politique de l'immigration aux États-Unis est adaptée aux conditions? Point d'interrogation. Pour nous qui travaillons et qui faisons partie aussi de certains cercles de leadership de communautés africaines, il est clair que quand vous parlez par exemple de la déportation, et là encore je reviens à la question sur comment est-ce que les immigrés noirs, qu'ils soient clandestins, qu'ils soient réguliers, sont traités donc dans ces pays occidentaux ou bien les pays de l'Amérique du Nord, il y a une tendance qui ne favorise pas encore une fois ces immigrés noirs. Aujourd'hui, où nous parlons, par exemple, il y a cette question des populations haïtiennes à la frontière sud et qui a même amené l'ambassadeur américain en Haïti à démissionner parce qu'il dit qu'il ne peut pas être ambassadeur américain noir aux États, en Haïti et voir comment les États-Unis traitent la question donc des migrations. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de contradictions. La contradiction première, c'est que je pense que les États-Unis, malgré le flux migratoire auquel ce pays est exposé aujourd'hui, a les moyens d'accomplir une certaine politique que dont elle-même fait la promotion. C'est celui de donner à chaque demandeur d'asile, par exemple, la chance de se présenter régulièrement devant un officier d'immigration pour voir son dossier soit accepté ou bien non accepté. Il y a cette première cause-là. Mais aussi, il y a une deuxième chose que ces pays-là sont en train de voir, notamment les États-Unis, c'est l'immigration clandestine. Comment résorber cette immigration clandestine? Comment résorber aussi aux États-Unis, par exemple, la question des enfants qui sont venus dans ce pays, peut-être à bas âge, à l'âge de 4 ans, qu'ils ont été introduits donc de façon, si vous voulez, illégale, ou bien qui sont restés au-delà de leur statut, qui bénéficient d'un statut aujourd'hui qu'on appelle le DACA, en anglais le DACA, qui a été passé par le président Obama. Il y a donc un problème majeur. Environ 11 millions de personnes aux États-Unis qui sont reconnues pour être des résidents ou alors des personnes, comme on appelle en situation illégale, ou alors des personnes sans documents. Mais même encore là, les termes se refont. Docteur Mokoto, si vous me permettez de revenir rapidement sur un point de désaccord avec M. Imhotep, c'est sur la question, encore une fois, de demander aux Africains d'arrêter de se plaindre. Je crois qu'il faut prendre la question à revers. À revers, pourquoi? Parce que je ne crois pas que toutes les populations africaines comprennent les différentes dimensions, sous-dimensions du mécanisme de la colonisation et de comment est-ce que ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui. La migration que nous sommes en train de voir, l'explosion de la communication que nous voyons aujourd'hui, la domination même de ces réseaux sociaux-là, par encore une fois des officiers qui viennent de l'extérieur, sont des mécanismes de perpétuation donc de cet esprit de la colonisation. Et je ne crois pas qu'il y a beaucoup qui comprennent cela. Raison pour laquelle quand certaines personnes comme nous reviennent là-dessus,
Ce n'est pas pour dire que nous lançons la pierre simplement à l'Occident, mais c'est pour encore voir rouvrir l'esprit, même des jeunes aujourd'hui. Et je suis d'accord avec M. Imhotep. Nos structures d'enseignement aujourd'hui, je crois qu'ils n'ont pas encore fait la métamorphose nécessaire pour présenter aujourd'hui à des élèves en Afrique ce que c'est que les résidus de cette colonisation et pourquoi les structures économiques de nos pays aujourd'hui sont typiquement calquées sur ces structures-là héritées de la colonisation. Voilà la raison pour laquelle nous disons cela. Mais il ne s'agit pas, bien entendu, de dire que les responsables africains, les dirigeants africains, comme tout à l'heure vous l'avez cité, qui embrassent et continuent d'embrasser le franc CFA, sont tout aussi, enfin, ne sont pas responsables de faire cela, mais il s'agit pour nous encore, comme je le dis, de lever une partie de cette conscience-là. Parce que beaucoup ne comprennent pas ce que ça veut dire, des rapports entre l'Occident et puis... Il y en a qui trouvent normal que nos matières premières peuvent être exploitées et que nous recevons seulement que 10 à 15%. Il y en a qui trouvent que c'est normal. Et donc, ils vont se plaindre si M. Imhotep dit attention, il faut revoir nos structures. On va dire non, non, vous vivez peut-être dans un rêve. Voilà un peu la raison pour laquelle nous disons ça. Et ça, c'est le point de désaccord que j'ai avec M. Imhotep sur ces différentes questions. Mais sur la question de l'arme nucléaire, je suis tout à fait d'accord avec lui. Une des grosses erreurs de l'ANC et de Nelson Mandela, c'est d'avoir accepté d'abandonner le projet nucléaire et de faire de l'Afrique du Sud un pays parce que l'Afrique du Sud allait passer dans les mains d'une majorité noire, donc il ne fallait pas que ce pays-là détienne l'arme nucléaire. Or, nous savons de manière géostratégique que la détention de l'arme nucléaire allait être vraiment déterminant et réorganiser et réorienter les politiques en ce qui concerne l'Afrique. Bien, merci, docteur Elkedi et M. Mubamba. Nous allons essayer d'avancer. Il y a des auditrices, quelques auditrices, hein, 3 auditrices qui me disent, oui, vous avez parlé du mouvement d'émigration en Europe durant le 19e siècle, mais je n'ai pas précisé les causes de ce mouvement. Écoutez, c'est qu'on peut dire hein, par rapport à ce mouvement, ce puissant mouvement d'émigration, ça s'explique d'abord, vous le savez, par la croissance importante de la population européenne, qui est passée, je crois, de 100, autour de 187 millions d'habitants à 420 millions d'habitants au cours du 19e siècle. Ce sont des migrants qui, comme M. Mubamba le précisait, qui fuyaient leur région rurale, défavorisée, de leur région rurale pauvre, à l'instar d'une région, j'ai oublié le nom, en Italie par exemple. En Écosse aussi, il y avait aussi En Irlande. ce phénomène En Irlande Irlande aussi. En Irlande, la crise de la pomme de terre. Ouais. La pomme de Voilà. terre. Il fuyait donc la pauvreté. Il y a aussi en Californie, hein, la découverte d'or en Californie en 1848 hein, et au Canada en 1800, je crois 1896, cette découverte qui a attiré de nombreux Européens en Amérique. Vous voyez, donc, il n'y a pas que des Africains qui partent donc de l'Afrique. Certes, l'Afrique est riche, donc vous avez eu ces Européens qui sont partis en Amérique parce que ils voulaient aller bien vivre aux États-Unis. Donc, il y a eu des motivations économiques, s'ajoutent aussi des raisons politiques. Hein, je crois, docteur Elkedi, M. Mubamba, vous n'allez pas me démentir. Donc, il y a eu aussi des raisons économiques. Par exemple, l'échec révolutionnaire de 1848 hein, a entraîné une importante émigration allemande. Donc, il y a eu ces flux migratoires des régions rurales qui sont également motivés par, je peux citer, je crois que M. Mubamba, vous êtes bien placé pour cette problématique. Il y a eu aussi des problèmes religieux, à l'instar des Juifs de Pologne ou de Galicie, hein, alors territoire russe qui fuyait les massacres et le pillage des Juifs par le reste de la population, souvent encouragé par un régime dictatorial. Donc, nous avons eu donc toutes ces causes. Alors, revenons un peu sur notre émission. Docteur Eric dit, nous sommes dans un monde, comment dirais-je, un monde en mutation, je peux dire, un monde en mouvement. Voilà. Donc, l'Afrique est dans ce monde en mouvement. L'Afrique devient donc un enjeu géopolitique, géostratégique,
Nous avons parlé des jeunes Africains qui quittent massivement l'Afrique. Alors, est-ce que ces jeunes Africains, docteur Eric Eddy, monsieur Mobamba, ne font-ils pas preuve, vous allez me permettre l'expression, et ça, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui ne seront pas contents de cette notion que je vais utiliser, ne font-ils pas preuve d'irresponsabilité en laissant l'Afrique au profit des mafieux venus d'ailleurs? Docteur Je peux Eric laisser Eddy. monsieur. Ok, moi d'abord, d'accord. Non, mais non. Je vais me retenir de les traiter d'irresponsables et permettez-moi, dans le cadre de cette émission ici, et puis surtout de la perspective dans laquelle je me situe, de faire porter la responsabilité de cela à nos structures étatiques. C'est l'État qui est en charge de l'éducation. C'est l'État qui est en charge de la formation des jeunes. C'est l'État qui est en charge de donner cet espoir, de susciter cet espoir-là. Quel que soit le type d'économie que nous choisissons, hein, que ce soit le communisme, le socialisme ou bien une économie de laisser-faire, nos États ont cette responsabilité. Donc, je ne crois pas. Écoutez, docteur Mouketou, vous parlez de l'Afrique qui va devenir un enjeu. L'Afrique ne va pas devenir un enjeu. L'Afrique est l'enjeu. Parce que une des anciennes vidéos que j'ai visionnées il n'y a pas longtemps, le président Houphouët-Boigny déjà parlait de la question du Sahara quand il était même déjà encore ministre dans le gouvernement français. Que ceux qui allaient confronter, diriger le monde, ou bien maîtriser et contrôler le monde, seraient ceux qui auraient des mains sur les matières premières de l'Afrique. Une vidéo que j'ai visionnée il n'y a peut-être même pas 2 semaines. Mais en plus, en 2014, le président Obama, qui avait suscité tant d'espoir, mais qui pour nous autres a déçu de par sa politique vis-à-vis de l'Afrique, se retrouve d'abord au Ghana et prononce un discours que beaucoup d'Africains reprennent. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, l'Afrique a besoin d'institutions fortes, etc., etc. Bon, bref, nous passons là-dessus. Mais, ça c'était déjà en 2009, mais en 2014, il organise le premier véritable sommet entre les États-Unis et les pays africains. Au cours de ce sommet, le président Obama, je le paraphrase, dit que une Afrique stable et prospère est dans l'intérêt des États-Unis. Le même discours, on le retrouve un peu dans les lignes de ce que Mitterrand a prononcé à La Baule. On le retrouve aussi dans ce que Nicolas Sarkozy a prononcé au Sénégal et dans ce que François Mitterrand aussi a prononcé. On retrouve cela aussi dans l'attitude des Chinois. Pas récemment et pas très longtemps que le président de la Chine a prononcé un tel discours. Nous retrouvons aussi un tel discours dans les efforts aujourd'hui de la Russie de se rapprocher beaucoup plus des pays africains. Où se trouve le discours africain? Qui doit formuler ces discours africains? Qui doit formuler ces discours, cette politique? Je m'arrêterai là pour dire encore une fois que je fais porter cette responsabilité beaucoup plus à nos dirigeants et ça me permet d'interpeller mon copanéliste d'aujourd'hui qui lui a été quand même aux affaires en tant que vice-premier ministre de nous donner une meilleure perspective sur ça. Donc vous me permettez d'ajouter à votre question et puis on se tourne vers celui que je peux appeler le spécialiste de la question parce que je pense que nos gouvernants ont beaucoup plus cette responsabilité-là. Quand on continue aujourd'hui d'enseigner que les plus grandes découvertes au monde dans nos structures donc, scolaires sont faites par les Européens, qu'est-ce que vous voulez que cette jeunesse la fasse? Ou bien comprenne? Quelle révolution culturelle? Vous avez aujourd'hui M. Imhotep qui dit « Mon nom, par respect à mes parents, je le garde, mais je m'appelle Imhotep. » Il va puiser dans la culture kémétique de l'ancienne Égypte pour faire ressortir cet aspect culturel qui serait la base. Mais on retourne donc dans ce que Cheikh Anta Diop doit nous dire. Dites-moi combien de fois les programmes ou bien les livres de Cheikh Anta Diop sont enseignés, celui qui a révalorisé la culture nègre, sont enseignés dans nos universités, dans nos écoles primaires et secondaires pour donner cette nouvelle vision-là à cette jeunesse. Je m'arrêterai là. Monsieur Imhotep Bruno Ben Mobamba, votre réaction? Le docteur Kédi a dit une chose importante. L'Afrique est l'enjeu. L'Afrique est l'enjeu. Pourquoi l'Afrique est l'enjeu? Parce que la plupart des pseudo-États africains sont en train de vendre toutes leurs terres agricoles
à des pays comme la Chine, l'Inde et autres. Ils achètent des pays entiers pour faire leurs productions agricoles et personne ne se rend compte que l'Afrique est l'enjeu. Vers 2035, ça va venir vite. On va commencer à sortir du pétrole. L'Union européenne a déjà décidé que la plupart des voitures en Europe, à partir de 2034-2035, ne rouleront plus avec du pétrole. Ce sera des voitures électriques, comme ça a commencé aux États-Unis avec le programme d'Elon Musk. Quelles conséquences ça a sur l'Afrique? Aucun téléphone portable, aucune voiture électrique ne peut rouler sans les batteries à lithium, ou je sais plus, ne peut rouler sans les terres rares d'Afrique. Je dis bien sans les terres rares d'Afrique. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que il est de l'intérêt de toutes les grandes majors aux États-Unis, en Chine, en Russie et même dans les pays arabes. Les Émirats arabes unis sont lancés ou l'Arabie saoudite sont lancés dans la production des voitures intelligentes, des voitures électriques. Ça veut dire que dans les années qui viennent, on va chercher à s'emparer de toutes les terres africaines. Et les Africains seront là, leurs jeunes mal éduqués, qui n'ont pas des programmes scolaires, donc qui ne sont au courant de rien, vont tous chercher à devenir des Neymar au PSG, vont tous chercher, chacun à aller trouver sa petite blonde en Russie, vont tous chercher à partir, et ils vont laisser les terres rares africaines aux Indiens, aux Chinois, aux Arabes, aux Israéliens, aux Américains, aux Européens. Et ça a commencé, nous sommes encerclés, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Nous sommes encerclés au nord et au sud. Oui, Nous sommes mais encerclés monsieur au Moubamba, nord. est-ce que ce ne sont pas le manque des bases de la bonne gouvernance, par exemple démocratique, qui sont à l'origine de ce que vous êtes en train Non, de non, critiquer? c'est le manque de Par exemple, lucidité. le Vous voyez, chômage, par c'est mal exemple, qui fait de se développer. vous avez vu l'alternance au Mali. ATT a fait un coup d'État, il y a eu plusieurs alternances, l'État malien s'est effondré parce qu'on a joué à la démocratie, on a fait confiance. Les Africains sont tellement sympathiques que tout ce qu'on leur amène, ils sont contents. La démocratie, c'est devenu une religion. Bon, mais Le christianisme, l'islam, au niveau de que vous l'inefficacité preniez, du système sanitaire, au niveau de l'inefficacité du système sanitaire, par exemple. quel que soit ce que vous pouvez prendre, si vous prenez ça sur l'angle du manque de compréhension spirituelle, intellectuelle et politique des problématiques africaines, qu'est-ce que vous voyez? Il est en train d'arriver ce qui est arrivé à l'Égypte. L'Égypte a été fondée par les Noirs, même si c'est nié. Docteur, vous avez cité Cheikh Anta Diop, il l'a démontré. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 3000 ans de civilisation? Il y a eu d'abord l'arrivée de populations diverses par la Corne de l'Afrique, les Eurasiens qui sont venus, les Grecs sont venus apprendre, ils ont appris les mathématiques, la philosophie, la médecine, pour parler de systèmes de santé qui étaient déjà très développés en Égypte. Et à la fin de l'effondrement de l'Égypte, c'est un roi grec qui par un de ses généraux a contrôlé l'Égypte, c'est-à-dire qui s'appelait Ptolémée. Il s'est même institué pharaon. Et la dernière de ses descendances est la reine Cléopâtre, qui mourra d'ailleurs entre ses deux amants, un romain et un autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'Afrique est, je finis juste en une phrase, l'Afrique est encerclée au nord par une approche arabo-berbère, qu'on voit bien, hein, tout ce qu'on appelle les djihadistes au nord du Mali, le Maroc, la Libye et tout. On sent vraiment un projet civilisationnel visant à contrôler les subsahariens, pour ne parler que de subsahariens, et en même temps par le sud, on voit très bien que ce qu'on appelle les nouveaux Kamites que sont les Éthiopiens, que sont d'autres populations qui ne se définissent pas comme des Bantous, sont alliés à d'autres puissances et prennent en tenaille ce qu'on appelle
les Africains d'origine qui sont noirs comme vous et moi et qui sont encerclés au nord de l'Afrique par les Kamites, ou je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut les appeler, par, par une stratégie djihadiste, et un peu plus au sud-ouest par une stratégie de ce qu'on appelle parce que l'Afrique n'est pas une ethniquement. Il y a aussi les Éthiopiens qui font un travail, les néo-Kamites, qui font un travail aussi de tenaille. Et c'est pour ça que vous voyez le problème en RDC, la République démocratique du Congo, qui est dépecée à l'est, c'est-à-dire toute cette partie bantou est dépecée, et c'est d'autres qui s'enrichissent sur le dos des Congolais de la RDC, pendant que eux ils sont dans la misère. Le Rwanda est presque un pays émergent. Donc vous voyez la stratégie. Maintenant, si nous n'avons pas des stratèges en Afrique subsaharienne qui comprennent que ce qui se passe doit être démantelé, eh bien, je vous dis que ce qui va arriver à l'Afrique historique, eh bien, c'est pire que ce qui est arrivé à l'Égypte antique. Nous allons disparaître. La génération à laquelle vous et moi faisons partie, c'est la dernière génération. Si nos enfants ne sont pas conscients de ce qui se passe, ils disparaîtront au profit des stratégies chinoises, hindoues, singapouriennes, arabes, européennes. Il n'y aura plus l'Afrique telle que nous la connaissons, subsaharienne. Tout le monde sera parti et deviendra esclave quelque part, ou travailleur quelconque, ou se dissoudra n'importe où dans le monde. Moi, j'ai beaucoup voyagé. J'ai rencontré, par exemple, en Russie, des Camerounais qui travaillent pour l'intelligence artificielle russe, qui sont intégrés dans le système russe. Et je leur ai demandé, mais quand est-ce que vous retournez au Cameroun? Ils me disent, mais nous ne retournerons jamais. Est-ce que vous voyez les conséquences de cela dans le développement de l'Afrique? Donc, je voulais conclure par là. Il faut un réveil africain. Il faut redéfinir la puissance africaine. Moi, je pense que la renaissance africaine est possible, pas contre les autres, mais nous devons apprendre à nous défendre. Bien, merci, Monsieur Moubamba. Alors, in fine, docteur Eric Eddy, est-ce que les flux migratoires ne sont-ils pas liés à l'absence de souveraineté des États ou à l'absence de démocratisation, même si M. Moubamba, certainement, il ne doit pas apprécier cette question. Bon, pour la cause, je vais peut-être transformer la question en celle-ci. Est-ce que les flux migratoires ne sont pas liés à l'absence de souveraineté de l'Afrique, si vous voulez, et puis à l'absence de bien-être? Parce que le but de ce qu'on appelle la démocratie, c'est d'assurer en réalité le bien-être, la justice sociale, le respect des droits de l'homme, le respect des droits humains qui inclut au moins 30 des droits identifiés et universellement reconnus dans cet instrument qu'on appelle la Charte universelle des droits de l'homme. C'est ça le but de la démocratie, c'est de respecter les droits civiques, c'est de respecter les droits des civils, c'est de respecter le droit à une justice équitable, c'est de respecter le droit à pratiquer son ethnie, sa religion. C'est tout cet ensemble-là que nous voulons avoir quand on parle de système de bonne gouvernance démocratique. C'est le droit même pour les populations africaines de jouir des revenus, des richesses à la fois minières et agricoles des pays auxquels ils s'identifient. Vous comprenez? Donc, la question de la souveraineté est importante ici, c'est vrai. Et elle se mesure à plusieurs niveaux. Nos pays ne sont pas souverains, comme on le voit. Monsieur Imhotep l'a dit tout à l'heure, et je suis d'accord sur ce point. La question militaire. Qui contrôle notre sécurité? Nous n'avons pas d'arsenal. Aujourd'hui, il y a une opération qui s'appelle Barkhane. Depuis des années, au Mali, chaque jour que vous réveillez et que vous écoutez, faites exprès pour écouter Radio France Internationale, on vous dira qu'il y a eu une attaque dans un village à Tillabéri, dans un village à la frontière entre le Mali et le Niger, ou bien dans un village au Tchad, et des populations civiles qui sont éliminées. Et depuis près d'une décennie, toutes ces armées cantonnées, y compris même les drones américains qui sont situés au Niger, n'ont pas encore donné une image réelle de qui sont ces terroristes-là qui attaquent. Quand vous avez des jeunes
j'allais appeler révolutionnaires comme Assimi Goïta au Mali qui disent nous avons combattu, nous avons été dans cette force-là et nous savons ce qui se passe. Comment l'ancien président du Mali, Ibrahima Boubacar Keïta, ne peut pas avoir accès à la zone de l'Azawa dans le nord du Mali, mais le président français Nicolas Sarkozy, Macron, peut atterrir et passer la Noël avec des soldats français dans un territoire malien sans même passer par Bamako. Il y atterrit directement. Où est notre souveraineté? Où est notre souveraineté, docteur Mouketou? Lorsque même pour l'identification de nos populations, je vous donne le cas de la Côte d'Ivoire, on confie le fichier peut-être électoral, le fichier de l'établissement des cartes nationales d'identité à une compagnie étrangère qui s'appelle la France. Ça veut dire que M. Imhotep en Côte d'Ivoire, et même peut-être même dans un pays africain, il n'y a même pas une structure étatique qu'on pouvait peut-être sous-louer, un bureau d'études techniques ou bien quoi, qui soit capable d'établir un fichier de la population ivoirienne. Ce sont des éléments de souveraineté. Où est la souveraineté, docteur Mouketou? Lorsque l'exploitation de nos matières premières dans nos pays, quand on en découvre, on dit qu'aujourd'hui, les avoirs de la Côte d'Ivoire en matière de pétrole oscillent entre 15% et 20% maximum de l'exploitation. Où est la souveraineté? Où est la souveraineté lorsque les différents ports que nous avons, vous vous rappelez bien de ce film-là qui parle de la France-Afrique et qui parle du scandale de Elf. Lorsque les différents ports que nous avons, qui sont des ports d'entrée, donc question de sécurité, sont toujours gérés par peut-être deux compagnies, Bouygues ou alors Bolloré, je ne sais plus lequel d'entre eux, et qui contrôlent la plupart de nos ports. Où se trouve la souveraineté? Où se trouve la souveraineté lorsque même au niveau de l'éducation supérieure et de la recherche, aujourd'hui en matière de COVID-19, pardon, nous n'avons pas en Afrique. Malgré tout ce que l'Union africaine peut dire, ou alors le centre qu'on appelle ça, de contrôle des maladies de l'Union africaine avec le Camerounais docteur Ngakosong, je pense, peut dire on va se tourner encore vers l'Occident pour soit avoir des doses de vaccins ou alors avoir aussi une subvention pour pouvoir faire face à cette... Où est notre souveraineté? Vous comprenez? Donc, cette souveraineté africaine dont nous parlons reste une question essentielle. Et pour moi, encore une fois, je crois que je la lis quelque part, pas de façon très directe, mais je sais qu'il y a une corrélation avec la question, encore une fois, de ces flux migratoires. Bien, merci, docteur Eric Eddy. Nous allons changer, monsieur Moubamba. Je pense que vous avez déjà répondu à cette question hein, sur. Je voudrais apporter une petite précision, un petit complément à ce que dit le docteur Kiedi. Je vais vous choquer dans cette. Vous m'entendez? Parfaitement. Est-ce que vous m'entendez? Je voudrais dire quelque chose. C'est pas pour vous choquer, hein, mais je vais vous dire, écoutez. Franchement, à un moment, il faut appeler un chat un chat. Hein. L'Afrique, pour moi, n'a pas besoin de démocratie ou de démocrate. Hein. L'Afrique a besoin d'un Napoléon ou d'un Mao Tse-tung, d'une vision géostratégique, militaire, d'une stratégie économique. Personne n'ose le dire, mais c'est pourtant la réalité. Nous sommes 1 milliard. Je voudrais juste finir. Vous pourrez réagir, mais c'est important ce que je dis. Tant que nous n'aurons pas compris que, à un moment, il faut des leaders africains qui soient prêts à faire tous les sacrifices qu'il faut. Mais je dis bien tous les sacrifices pour la renaissance africaine. On tournera en rond. On aura des présidents poètes comme Senghor qui seront élus à l'Académie française, mais à leur mort, on va se moquer d'eux. On aura des présidents qui seront enterrés dans des basiliques, ou bien des présidents qui seront chantés par le monde entier à leur mort, mais l'Afrique n'évoluera pas d'un pouce. Donc, je le dis d'une manière très claire. Moi, je suis pour la bonne gouvernance, je suis pour le respect des principes, des valeurs et des normes, mais le président Emmanuel Macron a été clair en 2020, quand il a dit « nous sommes en guerre ». C'est une guerre de civilisation. La question est de savoir, c'est quoi la civilisation africaine? On sait que les autres civilisations ont déjà été repérées. On a la civilisation occidentale,
on a la On civilisation reviendra arabo-musulmane, on a la la semaine prochaine civilisation hindoue, pour cette on a la civilisation nippone, on a la civilisation chinoise, on a la civilisation russe. Ça fait 6. C'est quoi être africain? Quelle est notre civilisation? Il faut se poser la question et il faut être honnête et se dire, ne nous étonnons pas de disparaître. Il faut que nous nous posions la question de notre identité et de notre mémoire. Sinon, nous n'avons qu'à nous fondre déjà dans une des civilisations et on n'en parle plus. Et ramenons la colonisation de l'Afrique. Au moins, les choses vont se faire clairement. On va se développer à l'ombre des Américains ou des Européens ou des Russes, mais ne jouons pas aux États souverains. Ou nous sommes une civilisation ou nous n'en sommes pas une. Pardonnez-moi d'être clair, net et précis. D'accord, merci Monsieur Moubamba. Nous sommes en train d'arriver donc à la fin de cette émission. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Donc, nous allons prendre le dernier sujet et je vais vous poser plus précisément 2 questions. Donc, nous allons parler de l'Afrique de l'Ouest et faire l'état des lieux de cette région, donc de l'Afrique de l'Ouest, l'état des lieux de la situation politico-militaire. Alors, la première question, et c'est l'avant-dernière question que j'aimerais vous poser. Docteur Eric Eddy, vous avez bien fait, vous avez fait cette transition entre le premier sujet que nous étions en train de développer et celui que nous explorons maintenant. Vous avez parlé de monsieur Assimi Goïta, voilà. Et là, parlons un peu de ce jeune colonel et la stratégie de la Russie, via le recours à la société privée paramilitaire Wagner. Voilà. Alors, la question que je voulais vous poser, donc, est la suivante. Allons-nous vers une confrontation entre la Russie et la France et plus largement entre l'OTAN et les ambitions russes en Afrique? Et finalement, la Chine dans tout ça, dans cette stratégie de conquête du territoire. Docteur Ekedi. Je vais encore une fois essayer et m'aligner en tout cas sur une des perspectives que nous présente ici Monsieur Imhotep. C'est où se trouve l'Afrique dans tout ça, dans la question que vous venez de poser. Si nous commençons donc avec une politique afrocentrée ou bien africentrée, centrée en tout cas sur les intérêts du Mali aujourd'hui, de la Centrafrique, d'autres pays et même de l'Afrique, la question géostratégique devient importante. En sciences politiques, il y a un courant de pensée qui dit, qu'on appelle le courant des réalistes, qui dit que quand vous avez une balance de force, donc vous avez un équilibre au niveau de la force, vous avez la chance de réduire les conflits. En d'autres termes, si le docteur Mouketou a dans ses mains, et on va utiliser une arme blanche, disons une machette, et qu'il voit aussi M. Imhotep détenir une machette, les chances que Dr Mouketou lève la machette pour frapper sont réduites ou alors carrément sont neutralisées. Parce qu'il sait qu'il y a une machette aussi qui peut réagir. Dans le cas d'espèce et dans le cas de l'Afrique, cette nouvelle tentative-là, je crois, sans aller dans beaucoup de débats et avant même que nous ayons aussi le temps d'explorer au plus profond, le Mali a raison d'explorer parce qu'il y va de l'intérêt du Mali et il faut quand même donner un peu de chance au caractère rationnel des décisions qui sont prises par les autorités maliennes aujourd'hui. De savoir que l'opération Barkhane dirigée par la France est en réalité la source de production de ce terrorisme et donc qu'il faut équilibrer les forces. Il faut donner la chance à cela. À défaut, nous nous retrouvons encore une fois dans ce que nous avons dit, l'Afrique devient le champ de bataille, reste le champ de bataille. C'est un peu comme si nous nous retrouvons dans le cadre de la guerre froide, que nous avons eu la chance peut-être d'étudier dans nos années de lycée. Qui est sur le terrain qui pourrait amener la neutralisation d'autres forces sur le terrain? Peut-être en attendant que nous réalisons ce rêve-là d'avoir un pays africain qui, ait une armée forte, ou bien des pays africains qui ont des armées fortes, des armées qui décident par elles-mêmes et non qui ont des légionnaires qui sont formés en Europe, en France notamment, mais des armées aussi qui ont l'équipement et la logistique et les accords nécessaires. Aujourd'hui, il y a aussi la question de la Chine dont vous avez parlé. Peut-être qu'il y a 5 ans, je serais un grand supporter de cette cause en disant qu'il
effectivement, la Chine n'a pas encore résolument, en tant que puissance nucléaire, pris sa place dans les questions de sécurité quand il vient en Afrique et de décisions à un haut niveau. On le voit dans les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Comment est-ce que la Chine réagit? Comment est-ce que la France ou bien l'Angleterre sont toujours à l'origine de certaines résolutions pour envoyer des opérations dans les pays africains? La Chine devrait se présenter beaucoup plus. Mais je termine là-dessus rapidement. Mais aujourd'hui, avec ce que je vois et ce que nous sommes déjà en train de reprocher et de constater, comme M. Imhotep l'a dit, de la Chine qui veut acheter, qui achète de larges étendues de territoire pour des productions, et comment même des entrepreneurs chinois traitent des Africains dans leur pays, j'ai bien peur que nous ne soyons de façon un peu subtile, calme, en train de voir une Chine qui reproduit ce que les pays occidentaux sont en train de faire. La dernière donne qui nous reste, c'est de peut-être repartir vers une alliance que nous avons oubliée ces derniers temps. Le pays comme Cuba a joué un rôle déterminant dans la libération de certains pays de l'Afrique australe. Nous allons parler de la Namibie et même aussi impliqué dans ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Mais l'Inde est aussi, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, est aussi une opportunité que les pays africains devraient explorer. Certainement. Aujourd'hui, c'est fait, bien entendu, en matière d'éducation, quand bien même il y a ces derniers temps une levée de boucliers en Inde où des étudiants africains ont été attaqués, etc., etc. Mais il faut raviver l'esprit de Mahatma Gandhi, le mouvement de non-alignés, et puis réchauffer peut-être dans une autre direction ces relations-là avec l'Inde, qui a aussi une puissance nucléaire, et puis pourquoi pas apprendre. Le président Houphouët-Boigny disait quelque chose, qu'il ne faut pas transférer les technologies, il faut transférer les connaissances. Transférons les connaissances pour en arriver nous aussi à la transformation de nos matières premières pour avoir cet arsenal nucléaire qui est important. Et je suis d'accord sur ce point-là avec. L'autre point, je termine rapidement, sur lequel je suis d'accord avec M. Imhotep, c'est sur la question de la démocratie. C'est pourquoi j'ai reformulé votre question en disant ce que les Africains veulent aujourd'hui, c'est d'avoir un espace où leurs droits civiques, leurs droits de la santé, leurs droits économiques, leurs droits politiques sont respectés. Si, pour obtenir cela, il nous faut des hommes forts, comme vous appelez des dictateurs, allons-y avec des dictateurs donc éclairés, et puis assurons ça à nos populations. Il n'y aurait pas de problème à cela. Mais sinon, la farce de la démocratie que nous avons, avec des élections ici, tout le temps, des mandats limités, non limités, après on fait sauter des verrous que l'Afrique de l'Ouest ou bien la CEDEAO ne peut pas résoudre, on va continuer encore dans cet imbroglio-là. Voilà, justement, on termine par la dernière question et je donnerai le dernier mot à l'ancien vice-premier ministre. Partons un peu en Guinée. Sur la Guinée, Dr Eric Edy, le colonel Mamadi Doumbouya, est devenu officiellement le président de la République de Guinée-Conakry, président de la transition pour être plus précis, donc guinéenne. Alors finalement, Dr Eric Edy, l'Afrique de l'Ouest n'est-elle pas en train d'adopter le schéma sud-américain sous la guerre qui a vu, par exemple, des régimes militaires, des colonels, des généraux. En Argentine, par exemple, on parlait de la junte des colonels, la junte des généraux. Et au Chili, je crois qu'il y a d'autres pays aussi, avant le retour des civils. Docteur Eric Edy. Mais on n'a pas besoin d'aller faire nécessairement, je pense, la comparaison avec l'Amérique latine, l'Argentine, le Chili, ou tout ça avec les Pinochet. L'Afrique de l'Ouest elle-même, beaucoup de pays là-bas, à un moment donné, ont connu ces mouvements et la présence de ces militaires. Nous parlons du Ghana. Le premier coup d'État qu'il y a eu dans l'Afrique de l'Ouest indépendante, c'est bel et bien le renversement de Sylvanus Olympio, avec un légionnaire qui est arrivé là, Gnassingbé Yadema. Il y a eu le cas au Bénin. Il y a eu aussi la multitude de régimes militaires au Nigeria. Donc, nous sommes en train de revenir à cela. Pourquoi? Parce que la CEDEAO, en tant qu'entité, continue d'échouer à maintenir dans les États africains membres de cette CEDEAO-là le respect de leur constitution et le respect du droit de leurs concitoyens. Il y a eu un coup d'État en Guinée parce qu'il y a un chef d'État qui a décidé d'adopter pour un troisième mandat.
Il y a eu un coup d'État au Mali parce que le chef d'État qui est là ne faisait pas l'affaire des Maliens et ne mettait pas l'intérêt des Maliens en avant. Il y a eu un coup d'État, je ne sais pas où encore, parce que nous sommes là et l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO reste, j'allais dire, incapable. On est plutôt prêt à demander à des régimes militaires, hey, il faut repartir faire ceci, il faut faire cela. Mais ça, c'est la première question. À cause du temps qui s'écoule, je crois que j'ai envie de dire une très dernière chose en 30 secondes. Il faut aussi bien se poser la question de savoir, ces régimes qui sont là, à part celui du Mali, qui pour l'instant m'inspire confiance, celui en Guinée, ce sont des légionnaires français, ou bien alors d'anciens légionnaires français. Il faut qu'on continue d'explorer pour savoir quelle est la connexion, encore une fois, là. Parce que il y a 3 décennies en arrière, celui qui a renversé Modibo Keïta, celui qui a renversé Sylvanus Olympio, celui qui a renversé Hubert Maga au Bénin, tous ces régimes-là, dès les pays qui parlent français, étaient des anciens légionnaires français. Même en Centrafrique avec Bokassa. Était, voilà. Je vous en prie. Oui, vous me prenez le mot. Imhotep, je vous laisse la parole, monsieur Imhotep. Vous me la donnez, docteur Mouketou. Oui, je vous la Bien donne. sûr. Je vous la donne. Écoutez, je serai Ah, pardon. rapide. Vous pourriez enchaîner aussi avec votre mot de la fin. J'ai été le vice-premier ministre de la République gabonaise pendant à peu près 1 an. J'ai été 2 fois candidat à l'élection présidentielle, 2009, 2016. Je sais de l'intérieur, pour m'être opposé aux politiques de surendettement du Gabon, avoir eu des problèmes pour cela, que l'aumôneur des populations africaines n'est pas au programme de l'agenda mondial. Ça, je peux vous le dire avec certitude. Ce n'est pas prévu du tout. Ni l'industrialisation de l'Afrique, ni les grands travaux, ni l'enrichissement des populations. Maintenant, pour qu'il y ait des dominants, il faut qu'il y ait des dominés. J'appelle donc les peuples africains à refuser la domination, à ne pas entrer bien sûr dans des processus de haine ou de détestation ou de racisme inversé, mais il faut refuser d'être des dominés. Donc pour refuser d'être des dominés, la première des choses, c'est de cesser d'avoir peur. Moi, j'ai été longtemps catholique et j'ai été marqué par l'appel du pape Jean-Paul II qui, en devenant pape, la première parole qu'il a dite aux Européens de l'Est, quand il a pris ses fonctions de pape, c'est « No abbiate paura » en italien, ce qui veut dire en français « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur des systèmes, ouvrez les systèmes. Et moi, j'ai envie de reprendre cette parole aujourd'hui parce que je l'ai montré dans mon parcours. Je n'ai pas eu peur des entités de la terreur, qu'elles soient militarisées, qu'elles soient france-africaines, qu'elles soient politiques. J'ai beau être français et gabonais, je ne suis pas ici, je ne me suis pas engagé pour être intimidé par des entités. Je conclurai en disant que l'échec de la démocratie telle qu'elle nous a été vantée par François Mitterrand à la Baule est manifeste. Manifeste. On a vu les élections au Gabon, au Congo, Brazzaville, la démocratie brûlée au pétrole, en RDC, au Tchad, en Centrafrique, partout. L'échec de la démocratie est patent. Maintenant que l'on passe par des transitions militaires, c'est une conséquence de cet échec, mais ça ne signifie pas que pour un continent qui a autant de matière grise, autant de gens formés et intelligents, je ne pense pas pour autant qu'il faille laisser nos États à des juntes militaires. Malgré la sympathie que j'ai pour ces jeunes. Assimi Goïta, Doumbouya, je n'ai pas de sympathie pour le jeune homme qu'on a mis à N'Djamena. Il ne sait même pas de quoi il parle, on ne sait même pas s'il a des idées. Mais il est quand même président de la transition et lui, il n'a pas la pression, comme par hasard. Mais je voudrais dire que moi, je ne suis pas pour le pouvoir des juntes militaires. J'appelle à des assemblées constituantes, bien sûr peut-être garanties par les armées, parce qu'au commencement, elle a force, je l'ai dit. Mais cela ne donne pas le droit à des militaires de s'installer durablement, parce que le rôle des armées, c'est de se battre. Le rôle des militaires, ce n'est pas de s'asseoir dans des bureaux climatisés et de diriger. Leur rôle est de se battre, de protéger les frontières et de se projeter au-delà des frontières pour défendre la nation. C'est ça le rôle d'un soldat, ce n'est pas de diriger. Donc,
Ils sont dans les bureaux climatisés puisque vous, les civils, vous avez échoué. Peu importe, mais je rappelle les fondements de l'armée. L'armée est une projection de la nation. Elle doit se projeter non seulement au-delà des frontières, par exemple au service comme les troupes de l'ONU, elle doit également défendre les frontières. C'est une force qui veut que, même si aux États-Unis, les militaires sont plus capables que Biden, ils sont plus capables peut-être de tenir les États-Unis que Donald Trump, mais leur rôle n'est pas de diriger les États-Unis. Leur rôle, c'est de faire la guerre, c'est de défendre les frontières. Et donc, moi, je dis ici, bien sûr, nous passons par des transitions militaires, mais attention, il y a des cerveaux, il y a des intelligences, il y a des civils qui sont faits pour ça, pour penser des politiques publiques, pour penser l'intégration africaine, pour penser les programmes d'éducation, les programmes culturels. Et je ne crois pas que c'est au fils de Déby, je ne pense pas que c'est à un colonel X ou un colonel Y de le faire. Ce n'est pas son rôle. Donc, moi, j'attire l'attention sur cela et j'y tiens beaucoup, malgré la sympathie qu'on peut avoir pour les uns et les autres. Merci, Monsieur Moubamba, d'avoir honoré notre invitation. Mais avant de libérer le docteur Elekedi, je vous donne, nous n'avons plus assez de temps, donc 30 minutes pour, je suis désolé, pour faire présenter votre mot de la fin. Docteur Elekedi. Oh, vous avez voulu dire 30 secondes. Je fais ça rapidement. C'est pour dire encore une fois, merci. Non, je vous en prie. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, avec la pointe des questions qui sont posées, surtout du débat. Avec le comité d'action pour la Côte d'Ivoire, je voudrais me situer, en tout cas, nous voudrons nous situer dans l'engrenage de quelqu'un comme M. Imhotep, avec la vision assez novatrice qu'ils ont. Je crois aussi en une Afrique qui peut se prendre en charge. Et je suis d'accord avec quelque chose qu'il a dit tout à l'heure, qui marque aussi notre engagement et notre orientation et notre vie aussi aux États-Unis. Le complexe d'infériorité ne doit pas être le propre des Africains. Et ça, je l'enseigne aux immigrés, aux étudiants qui viennent d'arriver, qui sollicitent notre concours. Le complexe d'infériorité ne doit pas être notre partage et nous pensons que ça peut être le cas partout en Afrique. En tout cas, je suis heureux d'avoir participé à cette émission aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, docteur Elekedi. Merci, monsieur l'ancien vice-premier ministre Moubamba, d'avoir honoré notre invitation et à très bientôt sur Radio et Télévision d'Enigma et Afrique 2050. Merci et à très bientôt. Je vous en prie. Passez de l'ombre à la lumière en faisant vos publicités sur la radio-télévision d'Enigma. Commerçants, artisans, agences immobilières, entreprises import-export, agences de voyage, associations et autres. Faites passer vos annonces et publicités sur la radio-télévision d'Enigma à des prix défiant toute concurrence. Voulez-vous maximiser votre chiffre d'affaires? Alors contactez le service commercial de la radio-télévision d'Enigma, 6 à Moline, Illinois, au +1 309 203 33 54.